Un samedi matin ordinaire. Une place italienne, du café, du soleil, des gens qui marchent. Et si vous regardez bien, si vous regardez vraiment, vous vous apercevez que quelque chose a changé. Pas dans l'architecture, pas dans le ciel, pas dans les platanes qui filtrent la lumière. Cela a changé dans les bras, dans les chevilles, dans les clavicules, dans les mollets. Partout où il y a un centimètre de peau visible, il y a de l'encre. La jeune fille de 16 ans avec la fleur au poignet, le monsieur de 65 ans avec la phrase en latin sur l'avant-bras, la mère de famille avec le mandala entre les omoplates, le garçon du café qui porte sur le cou quelque chose qui ressemble à un sceau médiéval, la grand-mère, oui, même la grand-mère, qui s'est fait graver quelque chose sur la cheville en souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Tous ont fait graver leur peau. Tous ont payé quelqu'un pour les piquer pendant des heures avec une aiguille trempée dans l'encre. Tous ont supporté une douleur réelle, physique, persistante. Et tous, au moins une fois, ont risqué quelque chose, une infection, une réaction allergique, une cicatrice mal formée. Tout cela pour ressembler à quelque chose. Mais ressembler à quoi exactement? Ressembler à quelqu'un de spécial? Ressembler à quelqu'un de libre? Ressembler à quelqu'un de différent? Il y a une histoire que le tatouage porte avec lui, et ce n'est pas celle que vous croyez. Ce n'est pas l'histoire du guerrier maori qui se grave le visage pour déclarer son rang. Ce n'est pas l'histoire du marin qui porte sur la peau les ports visités, les tempêtes traversées. Ces histoires existent, certes, mais elles sont lointaines. Elles appartiennent à d'autres mondes, à d'autres logiques. L'histoire que le tatouage porte dans le monde occidental est plus ancienne et plus dérangeante. Dans l'Antiquité grecque et romaine, on tatouait les esclaves. Une marque, pas un ornement. Un signe qui disait « ce corps n'appartient pas à celui qui l'habite ». On tatouait les gladiateurs, des hommes condamnés à s'entretuer pour divertir la foule. On tatouait les criminels, les hors-la-loi, ceux que la société avait expulsés et qu'elle voulait reconnaître au premier regard. La peau marquée était la frontière entre ceux qui étaient dedans et ceux qui étaient dehors. C'était une punition que l'on portait à vie, une condamnation visible, permanente comme le granit, exposée comme une pierre tombale. Les pirates l'ont remise à la mode. Puis les détenus américains. Puis les gangs, les motards, les marginaux. Il y a une ligne fine et continue qui va de l'esclave romain au forçat du 20e siècle. Et cette ligne passe par la peau gravée. Et pourtant aujourd'hui que tout le monde se fait tatouer, cette histoire a disparu. Effacée. Enterrée sous une couche de marketing et de storytelling personnel. Certains appellent cela de la rébellion. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il vaut la peine de regarder en face sans ciller. Quand tout le monde se rebelle, que reste-t-il de la rébellion? Imaginez une foule, 100 000 personnes sur une place. Et toutes portent le même étendard. Toutes crient le même cri. Toutes portent le même symbole sur la peau. Certains appelleraient cela une révolution. Moi, j'appelle cela du conformisme. Le conformisme a toujours fonctionné ainsi. Il vous convainc que vous choisissez pendant qu'il vous fait porter l'uniforme. L'uniforme peut être une cravate grise ou un tatouage sur le cou. La forme change, pas la substance. Dans les deux cas, quelqu'un d'autre a décidé ce que vous devez porter pour appartenir. Il y a pourtant une différence. La cravate, vous l'enlevez le soir. Le tatouage, lui, reste. Il reste à 30 ans, quand il semblait parfait. Il reste à 50 ans, quand vous avez changé 3 fois tout ce que vous pensiez être. Il reste à 70 ans, quand la peau se plisse et que l'image qui paraissait puissante devient quelque chose que vous ne reconnaissez presque plus. La permanence était la punition de l'esclave. Elle est devenue le choix de l'homme libre. Quelque chose ne tient pas. Il y a plus encore. Il y a quelque chose qui touche à l'esthétique, et l'esthétique est une affaire sérieuse.
Il existe une esthétique du lait. Ce n'est pas une invention récente. Chaque époque a eu ses amateurs du déchiré, du difforme, du volontairement disgracieux. Mais ce qui a changé ces dernières décennies, c'est que cette esthétique est devenue dominante. Ce n'est plus la provocation de quelques-uns, c'est le goût de beaucoup. La balafre comme ornement, la blessure comme décoration. Le signe qui signifiait autrefois la dégradation est aujourd'hui exhibé comme distinction. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que, quelque part dans la culture que nous respirons, une idée s'est imposée, que le beau est suspect, que l'élégance est vide, que le soin de soi est une vanité condamnable, et que le laid, le brut, le brutal, le tranchant serait authentique, réel. Comme si la beauté mentait et que le lait disait toujours la vérité. Mais une peau nette et soignée ne ment pas. Elle dit quelque chose, elle aussi. Elle dit respect. Elle dit mesure. Elle dit que vous n'avez pas besoin de graver des mots sur votre corps parce que les mots qui comptent se disent avec les yeux, avec la posture, avec la voix.